You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. And unfortunately, there are people like that. Chantal Delsol, notre invitée d'aujourd'hui, est professeure de philosophie à Marne-la-Vallée et directrice de l'Institut Hannah Arendt, qui défend, pour le dire vite, des idées libérales et conservatrices à la fois. Chantal Delsol, le populisme, ce qu'on appelle le populisme, cet épouvantail, est-il une invention des élites pour défendre, disons, leur propre pouvoir contre l'exercice d'une liberté populaire qui viendrait les en priver? Ou bien est-ce qu'à l'inverse, le populisme, c'est le discours démagogique d'un tribun qui invente les élites pour éliminer toute forme de concurrence et, in fine, exercer un pouvoir absolu? Vous savez, le populisme, c'est une injure, c'est tout. Mais c'est une injure qui est reçue comme un compliment par celui à qui on l'adresse. Oui, enfin, d'une manière un petit peu déguisée. Et ironique. Ouais, et un petit peu ironique. En réalité, c'est pas vraiment un substantif, c'est plutôt une injure. Mais là, le discours de Clinton qu'on vient de voir... Oui, qu'on a entendu, oui, si oui. vous voulez, le basket of deplorables, voilà, le panier des déplorables. Espèce de haine de ce qu'on appelle les provinces rouges, aux États-Unis. Ça me fait penser quand même terriblement à ce serment que les oligarques prononçaient à leur entrée de charge avant Solon, puisque vous aimez les Grecs... Autant que vous, hein, moins que vous même encore. Il disait, je promets de faire le plus de mal que je pourrais au peuple. C'est un serment qu'il prononce. Donc pour moi, c'est de la haine du peuple. Mais est-ce que ça n'est pas méconnaître le fait qu'Hillary Clinton a eu en valeur absolue plus d'électeurs que Donald Trump et qu'il n'y a pas parmi les 61 millions de gens qui ont voté Hillary Clinton que des élites ou des oligarques qui mépriseraient le vilain peuple? Oui, enfin, qu'elle ait eu plus d'électeurs. Enfin, en valeur absolue, c'est le mode de scrutin qui fait que Trump a gagné. Bon, enfin, mais c'est comme ça, chacun accepte. Quand ça se passe, quand le Front National en France n'a que 2 élus avec 25% des voix, on trouve ça normal parce que c'est le mode de scrutin, c'est pareil, hein, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais dans votre livre, Chantal Delsol, vous parlez le titre est étonnant, vous dites populisme, les demeurés de l'histoire. Qui est le demeuré, en l'occurrence? Qu'est-ce que vous entendez par demeurer? J'ai pris ce mot parce que c'est un mot qui signifie au fond 2 choses qui se rejoignent. Ça veut dire ceux qui restent en arrière, hein, et donc ceux qui sont avant une émancipation qu'ils estiment trop forte. Enfin, j'ai parlé d'enracinement, ceux qui restent enracinés, qui veulent rester enracinés. Et puis en même temps, demeurer, le terme, l'utilisation courante du terme, vous êtes des crétins, au fond. Vous êtes des demeurés, ça veut dire vous êtes des crétins, vous êtes avant le progrès. Donc il y a 2 sens, mais qui se rejoignent. Donc je trouvais que le mot était intéressant. D'un côté, celui qui garde la demeure, comme dirait Léon Blum, celui qui garde la vieille maison, hein, ça, au moment de la scission de la SFIO, et de l'autre côté, le crétin. On va voir qui l'emporte dans cette définition du populisme. Dès que vous remettez en cause l'ordre établi par les élites autoproclamées, vous êtes accusé de populisme. Bon, eh bien, si c'est ça la définition, je l'assume, je l'endosse, et même avec le sourire. Et moi, je dis que si le populisme, encore une fois, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien, je suis populiste. Le Front National est en train de louper le coche du populisme, et notamment du populisme sur la question de l'islamisation, de l'immigration, où il a une énorme valeur ajoutée, 40 ans d'antisystème sur cette thématique-là, ça lui donne un atout considérable par rapport à tous les autres partis, qu'il est en train, alors c'est pas définitif, en 6 mois il peut se passer beaucoup de choses, mais il est en train de ronger son avance en quelque sorte. Guillaume de Thieulois est docteur en sciences politiques et c'est l'ancien directeur, figurez-vous, de l'Observatoire de la christianophobie. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas possible de prétendre représenter le peuple en soi. Hein. Il faut avoir un contact charnel avec ce peuple, et ce contact est très, très volatile en quelque sorte. Regardez par exemple comment s'est passée la campagne de 2007 en France.
Il y a eu ça a très bien collé entre Sarkozy et le peuple français, y compris les classes populaires. Et tout d'un coup, en moins de 2 ans, ce lien-là s'est complètement délité. Et aujourd'hui, Sarkozy est détesté dans le peuple français. Donc c'est très volatile. Et donc, de fait, je ne crois pas qu'il y ait... alors, je crois qu'il y a un peuple, mais je ne crois pas qu'il y ait un populisme pour s'adresser à ce peuple-là. Guillaume de Thieulois dit ici quelque chose d'intéressant, Chantal Delsol, il dit que le Front National est en train de rater le coche du populisme. Et juste avant, on avait Marine Le Pen qui dit « Si le populisme, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors oui, je suis populiste », ce qui me faisait dire tout à l'heure que parfois cette insulte pouvait être reçue et retournée comme un compliment, naturellement. Elle l'assume. En fait, elle a raison. Elle dit je l'assume. Ça pose quand même toute la question derrière de qu'est-ce que la démocratie et qu'est-ce que le peuple ? De la démocratie directe. Et puis qu'est-ce que le peuple ? Est-ce qu'il faut... Nous n'avons pas 2 mots comme avaient les Grecs pour différencier Oklos et Démos, c'est-à-dire Démos, le peuple raisonnable, rationnel, qui est un peuple de citoyens, et puis Oklos, la foule hurlante. Alors justement, ça pose la question de la démagogie aussi. Alors précisément, parce que cette distinction en grec entre Oklos et Démos est une distinction fondamentale. Quand les gens se présentent comme candidats du peuple, quand c'est Jean-Luc Mélenchon, quand c'est Nicolas Sarkozy, quand c'est Marine Le Pen, quand c'est Donald Trump, c'est à chaque fois un peuple différent qu'il désigne. Est-ce que le peuple, il faut l'entendre comme l'ensemble du corps électoral, des citoyens, vous, moi, tous les gens qui votent ou qui peuvent le faire, ou est-ce que le peuple, c'est davantage, pour le dire grossièrement, la plèbe, la masse, ceux que l'on prétend représenter, ceux dont on dit, ou ceux à qui l'on dit qu'ils ne sont pas représentés par les instances dirigeantes? Le problème, c'est que c'est les deux. Oui, mais du point de vue du candidat du peuple, c'est pas les deux. Le candidat du peuple n'est pas le candidat de tout le monde. Le candidat du peuple pense qu'il est à la tête d'un peuple de citoyens, de gens qui sont capables de s'élever à l'universel, parce que c'est ça la définition de citoyen, s'élever à l'universel, ça veut dire j'abandonne pour un instant mes prétentions particulières et je suis capable de payer mes impôts, de laisser mon fils partir à la guerre, ou de partir à la guerre moi-même, etc. C'est-à-dire de devenir quelqu'un d'universel qui regarde le bien commun et pas seulement mon bien particulier. Donc c'est là qu'on peut faire la différence entre la démagogie et le populisme d'aujourd'hui. Si je peux parler de ça. Bien sûr. Je pense qu'il y a une différence fondamentale. Donc pour le dire autrement, Donald Trump n'est pas démagogue quand il se présente comme le candidat du peuple américain. Voilà, c'est ça que je veux dire. Franchement, je ne pense pas, parce que la démagogie, en tout cas, si on reprend le sens grec qui est encore le même aujourd'hui, le démagogue, c'est celui qui va parler au peuple de ses intérêts particuliers, qui va dire au peuple, vous inquiétez pas, les gars, vous n'allez pas payer, bientôt vous ne payerez pas d'impôts, vous serez payé plus, vous travaillerez plus. On va rendre l'Amérique grande à nouveau. Voilà. Ah oui, mais moi, je pense que les candidats dits populistes ne sont pas forcément des gens qui font plaisir. À la limite, c'est peut-être même le peuple qui vote Le Pen qui serait le plus capable de partir à la guerre, ou d'accepter de dire que la France est endettée, que ça va mal, etc. Regardez, par exemple, Fillon n'est pas considéré comme un candidat populiste, en tout cas pas pour l'instant, mais il a quand même l'autre jour recueilli un nombre de voix assez important, uniquement en promettant du sang et des larmes. Aux élections de la primaire. Aux élections de la primaire, on va voir après. Mais si vous voulez, ça prouve quand même que aujourd'hui, ce qu'on appelle le populaire n'est pas forcément composé de gens qui veulent qu'on leur fasse plaisir. Mais si le candidat du peuple n'est pas celui qui flatte le peuple, comment comprenez-vous, alors dans cette perspective, qu'on a ici une belle image d'ailleurs de Machiavel, qu'au chapitre 9 du Prince, Machiavel recommande, la perspective du Prince est celle, je le dis pour tout le monde, de la conquête et de la conservation du pouvoir par tous les moyens. Oui, le but, c'est la durée. Voilà, il n'y a pas de morale chez Machiavel, il n'y a pas d'immoralité non plus, il est juste hors du filtre moral. C'est une morale spéciale. On ne va pas rentrer là-dessus, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin, Machiavel, au chapitre 9, dit ce truc intéressant, il recommande au prince de s'allier avec le peuple en enjambant finalement les puissants, d'enjamber les puissants. Et l'argument de Machiavel, c'est de dire que si le prince est en relation directe avec le peuple, il n'a pas autour de lui ces contre-pouvoirs, il n'emploie pas cette expression, mais c'est ça que ça veut dire, ces contre-pouvoirs qui viennent l'embarrasser dans sa gestion du pouvoir. Au fond, il n'y a plus de pondération du pouvoir quand le candidat élu est seul en relation avec le peuple. Au fond, c'est la question que je vous pose. Est-ce que le candidat du peuple ne profite pas
de la détestation des puissants pour se façonner un pouvoir finalement à sa main. Non, mais bien entendu, ouais. Ça, c'est ce qu'il y a dans ce chapitre de Machiavel, c'est un vieux truc. On trouvait ça dans les paroles de tous les... On a une belle édition ici qu'on va montrer Voilà. à nos téléspectateurs. Hein. Et donc, pardon. Tous les despotes et tyrans anciens disaient il faut couper la tête des puissants et être en prise directe avec le peuple. C'est évident que c'est plus facile de gouverner quand vous êtes en prise directe. Et je pense qu'aujourd'hui, le dit populisme français prend pied parce que nous avons un suffrage universel direct. Si le suffrage était indirect, je pense que ça amortirait énormément les chocs. C'est-à-dire que C'est-à-dire vous fabriquez des foules, en fait. Par la nature du suffrage universel est propice à la détestation des puissants qui donnent au peuple le sentiment qu'on leur confisque le pouvoir. Vous pouvez plus facilement fabriquer des foules si vous êtes élu au suffrage universel direct. Et dans le même temps, venez, dans le même temps, et ça je voudrais qu'on en parle justement avec d'une certaine manière le représentant d'un autre candidat du peuple, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on comprenne justement dans quelle mesure le suffrage universel ne fait pas émerger aussi à sa manière des candidats du peuple. Hugo Henry est militant au parti de gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne pour l'élection présidentielle en 2017. Hugo Henry, d'abord bienvenue. On réfléchit sur la question du populisme et on se demande ce qu'est finalement un candidat du peuple. Si le candidat du peuple, c'est celui qui enjambe les puissants pour être en relation directe avec le peuple, ou si c'est celui qui se sert du peuple pour exercer un pouvoir finalement sans contrepoint, sans contre-pouvoir. Comment entendez-vous cette expression de candidat du peuple ? Tout dépend ce que l'on qualifie de peuple. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que c'est l'ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit l'ensemble du corps électoral, soit une partie de la population. Moi, je considère qu'on entend par peuple une masse de personnes dont la caractéristique principale est qu'ils n'ont que leur force de travail pour vivre. Voilà. Donc c'est le salariat, d'une certaine manière. C'est le salariat, c'est le précariat, c'est les personnes qui vivent de leur travail. Mais est-ce que dans cette condition, est-ce que à ce titre, au fond, tous les candidats du peuple n'ont pas en commun justement de vouloir s'adresser, Chantal Delsol, à ceux qui ont moins que les autres ou sont dans une situation de subordination? Et au fond, est-ce que tous les candidats du peuple n'ont pas ce point commun-là, par-delà les propositions politiques qui sont les leurs? Chantal Delsol, sur cette question. En fait, je ne vois pas pourquoi il y aurait des candidats du peuple et d'autres candidats qui ne seraient pas du peuple. Je parle de ceux qui se présentent comme tels. Ah, ceux qui se présentent comme tels, c'est-à-dire en l'occurrence Marine Le Pen et bien Jean-Luc sûr, Mélenchon. Elle cherche effectivement, ceux qui n'ont pas de voix. Par définition, elle cherche les sans-voix. Mais la voix des sans-voix. Personnellement, je pense qu'elle ne cherche pas les plus pauvres, le précariat, le salariat, les gens qui travaillent, comme vous dites. Je pense qu'elle cherche plutôt, enfin, personnellement, c'est les gens qui cherchent l'enracinement, les gens qui veulent l'enracinement et qui sont contre le fait qu'on leur dise tout le temps vous êtes des citoyens du monde et pas des citoyens de la France. Voilà. C'est donc que elle cherche des gens enracinés. D'accord, donc ça veut dire que quand Marine Le Pen se présente comme candidate du peuple, le peuple dont elle parle n'est pas le même que celui de Jean-Luc Mélenchon. À mon avis, non. Ouais. Non, bien sûr. Et puis c'est deux conceptions qui s'opposent très lourdement, dans le sens où le populisme considère qu'il faut créer un eux et un nous. Et c'est là la différence entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est que pour Marine Le Pen, le eux désigne les étrangers, la distinction entre musulmans et non-musulmans. Et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une distinction entre le peuple et l'oligarchie. C'est en ça que les deux conceptions sont complètement différentes. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas un point commun dans le fait que l'un et l'autre, à l'intérieur du peuple, prennent une fraction du peuple qu'ils désignent comme le peuple, dont ils se font les candidats, à rebours justement d'un candidat élu qui, lui, commence toujours en disant « je serai le président ou la présidente de tous les Français ». Est-ce qu'ils ne se privent pas l'un comme l'autre de pouvoir prononcer cette phrase dans l'hypothèse où ils seraient l'un et l'autre élus sur cette question? Chantal Delsol, peut-être. Mélenchon entend le peuple comme le marxiste classique. On a entendu ça depuis un siècle et demi, absolument. Donc c'est tout à fait clair. Il y a la société française est divisée en classes, tandis que Marine Le Pen la voit au contraire divisée en français, pas français, français de souche, pour reprendre. Mais le geste est le même. Voilà. Le geste est le même. Le sens qu'elle donne est différent. Le geste, oui, il y a quelque chose de commun entre les deux. Quelque chose de commun entre les deux?
Ça dépend, parce que si vous voulez caractériser le « E » comme l'étranger ou le non-musulman, c'est là que moi je préfère qualifier Marine Le Pen de démagogue, dans le sens... À la différence de Jean-Luc À Mélenchon. la différence de Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours eu deux conceptions du populisme, hein, un populiste de droite, voire d'extrême droite, qui a toujours été présent et qu'elle représente, et un populiste de gauche qui ne peut pas aujourd'hui se revendiquer comme tel, du fait que le mot populisme est devenu une insulte de l'oligarchie pour caractériser les hommes politiques qui tiennent ce discours de classe et la distinction entre le peuple et l'oligarchie. Est-ce que le contenu d'un discours suffit à distinguer le populisme de droite du populisme de gauche, à tenir l'un pour populiste et l'autre non, l'un pour démagogue et l'autre non? C'est extrêmement difficile d'y répondre. D'ailleurs, on ne va pas le faire, mais on va creuser la question. Chantal, vous avez distingué tout à l'heure, avec Hugo Henry, face à lui, une candidature, un populisme marxiste au fond, du populisme de Marine Le Pen, en faisant valoir que le destinataire n'était pas le même. Mais est-ce que le geste n'est pas identique et pour le coup marxiste, dans la mesure où, au XIXe siècle, Marx faisait valoir que le prolétariat, par la nature des souffrances qui avaient été les siennes, était fondé à incarner l'humanité tout entière. Est-ce qu'au fond, dans le fait de dire « je suis le candidat du peuple » alors qu'on ne désigne qu'une partie du peuple, on ne reconduit pas le geste ou la geste marxiste qui consiste à présenter une parcelle du peuple comme, d'une certaine manière, le représentant de ce qu'il faut appeler le peuple? Oui, vous pouvez peut-être comparer effectivement les formes et pas les contenus. La manière Mais et pas la matière. La grande différence quand même, c'est que je pense que puisqu'on parle de Le Pen en ce moment, et c'est très vrai d'ailleurs, à mon avis pour Trump et même peut-être pour Orban aussi. Orban, c'est la Hongrie. Hein. Pour la Hongrie et pour la Pologne aussi. Viktor Orban, voilà. Vous avez des gens qui ne font pas tant de théorie que ça. Hein. Tout ça se passe de façon... Mais ils sont peut-être les héritiers à leur insu d'une tradition qu'ils ignorent. Après tout. Bon, je pense pas. Je pense qu'il y a une sorte d'instinct de gens qui disent nous avons été oubliés, nous avons été abandonnés, on ne parle jamais de nous. Au fond, c'est ce qu'on trouve actuellement dans les livres de Guilluy et de Chauvel. Vous avez toute une France qui se sent abandonnée, bon, à tort ou à raison, on peut discuter, mais et on essaie de la réhabiliter. Alors mais forcément, ça se retourne contre ceux qui l'ont abandonnée. Mais dire que c'est du marxisme... faut vraiment fouiller loin, je pense, quand même. Il suffit d'aller au 19e. Mais, hein. oui, bien Pas si sûr. loin, hein. On retrouve, disons qu'on retrouve une espèce de dichotomie et de révolte d'une partie contre l'autre, chose qui a finalement toujours existé en politique, non, vous croyez pas? Mais quand même, moi j'insiste quand même pour dire, enfin c'est en tout cas mon idée, qu'il y a quelque chose aussi d'idéologique là-dessous, enfin des sortes de plus fort que l'instinct, que ce qui a toujours été, dire qu'il y a quand même une idée d'anti-mondialisation, anti-universalisme excessif, anti-émancipation excessive et de volonté de retour à l'enracinement. Je suis français, je défends la famille, je défends ma région, des choses comme ça. Votre vertu consiste à exalter celui que ses fautes ont abattu, à maudire la justice qui l'a frappé. Qui mérite la gloire, mérite votre haine, et vos affections ne sont que les appétits d'un malade qui désire d'abord ce qui augmente son mal. C'est le général Coriolan qui dit ça, général shakespearien, enfin celui dont Shakespeare raconte l'histoire dans la pièce éponyme. Et je serais curieux de savoir si il faut voir ici du populisme ou bien son contraire absolu. On va en parler tout de suite. I would say to the House, as I said to those who've joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Je me bats, nous nous battons pour redresser notre pays. Et ce devoir m'apparaît si urgent, si vital, que sans compromis, j'ai fait de la vérité l'axe de notre sursaut collectif. Et cette vérité, la voici. L'état d'urgence est partout. Il est contre le totalitarisme islamique qui nous a déclaré la guerre et contre lequel il n'y a pas d'autre choix que celui de l'inflexibilité. Notre seule marge de manœuvre réside dans notre capacité à travailler plus, à travailler tous, à dépenser moins et à nous saisir de toutes les potentialités technologiques qu'ouvrent les ruptures scientifiques dont l'esprit français est capable. Je vous ai donné à entendre tout à l'heure, Chantal Delsol, la phrase de Coriolan qui
dont on a voulu penser qu'il méprisait son peuple en lui parlant comme ça, en le traitant de moins que rien, en disant qu'il empuantit l'atmosphère avec ses doléances. Mais on pourrait aussi retourner l'argument et dire voilà quelqu'un qui ne flatte personne à la façon dont Churchill lui-même ne flatte personne en promettant du sang et des larmes, ou peut-être d'une certaine manière François Fillon, quand il dit j'ai le courage de la vérité, il reprend le titre de Michel Foucault, hein, le titre du cours de Michel Foucault, du dernier cours de Michel Foucault au Collège de France, le courage de la vérité, il en fait son slogan, il fallait quand même le remarquer. Est-ce que il n'y a pas, alors cette fois-ci comme antidote au populisme, si tant est que le populisme soit une maladie, à faire valoir ces candidats ou ces hommes de pouvoir qui choisissent tout simplement de ne pas mentir ou qui affirment, non pas qu'ils disent toute la vérité, ce qui n'est pas possible, mais qu'au moins ils ne mentent pas. C'est précisément pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas de démagogie et qu'on ne peut pas confondre la démagogie avec ce qu'on appelle le populisme. Ou confondre ce qu'on appelle le populisme avec une sorte de démagogie. C'est pas ça, puisque précisément les gens qui votent pour ce type de parti, bon, Fillon c'est autre chose, mais les gens ont quand même voté massivement pour lui. On va voir ce que ça va donner après. Sont pas des gens qui attendent qu'on leur raconte des berceuses. Au contraire, ils critiquent les oligarchies de leur raconter des berceuses et de les prendre pour des crétins. C'est ça. Donc on est ici dans une position qui n'est pas populiste, mais qui se veut populaire, d'une certaine manière. Exactement. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un populisme de gauche, parce que justement, quand un parti s'occupe du peuple, on peut dire les choses comme ça, il est populiste s'il est à droite et il est populaire s'il est à gauche. Donc, parce que populaire, c'est bien, populiste, c'est mal. Mais est-ce que quand quelqu'un qui, comme François Fillon, dit le courage de la vérité, encore une fois, il reprend... Je pense pas qu'il ait repris Michel Foucault, mais pourquoi bon, pas il est tombé dessus. Il est tombé dessus, il est sûrement tombé dessus. C'est quand même pas un hasard. Quelqu'un de son équipe est tombé dessus, j'en sais rien. Oui, c'est possible. Ouais. Dans le courage de la vérité, justement, Foucault distingue, c'est ce qu'il appelle la parésia. Foucault distingue le véridire du franc-parler. Le franc-parler, c'est d'une certaine manière le populiste, c'est celui qui dit « je parle comme vous, je suis comme vous, je suis de la même étoffe ». Question de forme, là. Votant pour moi, c'est voter pour vous. Et le véridire, c'est celui qui, comme Churchill, dit « attendez, j'ai rien de mieux à vous offrir que du sang et des larmes, c'est-à-dire la vérité ». Est-ce que cette distinction vous semble opératoire, cette distinction foucaldienne vous semble opératoire pour distinguer la candidature, par exemple, de Marine Le Pen et celle de François Fillon, ou bien le discours de Jean-Luc Mélenchon et celui de Churchill ? Franc-parler, véridire. D'une certaine manière, oui, mais je ne mettrais pas l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Vous avez un franc-parler chez les Le Pen et chez ceux qu'on appelle des populistes en général, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font exprès... Disons qu'ils font exprès d'être mal élevés pour être populaires. On pourrait dire les choses comme ça. On peut parler de démagogie, là, peut-être. Alors là, on peut parler effectivement de démagogie, mais sur la forme. Mais c'est fondamental, la forme, Chantal. Oui. Depuis le début, vous dites la forme. Non, c'est très important, les formes démocratiques. Mais enfin, il y a quand même aussi un véridire chez Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle va pas... je pense pas qu'elle cherche à dire aux gens vous allez travailler moins. J'ai pas cette impression. Je suis pas d'accord avec son programme de toute façon, donc c'est pas le problème. Mais enfin... j'ai pas l'impression qu'elle soit démagogue au point de raconter des histoires sur le fond. Alors qu'en plus, sur la forme, elle soit dans le franc-parler, ça je suis d'accord, ce que n'est pas Fillon. Mais alors, juste une question, parce qu'on arrive au terme de cette discussion, juste une question. On a pris le couple franc-parler-véridire dans le cours de Michel Foucault au Collège de France pour essayer de penser la politique aujourd'hui. Quel usage peut-on faire selon vous, vous qui travaillez sur ces concepts et à partir de concepts sur des réalités politiques contemporaines, quel usage est-ce qu'on peut faire de textes pérennes, de cours de Michel Foucault dans le débat contemporain? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut les rendre audibles selon vous? Et faut-il le faire? Rendre audible ce genre de lecture la de parole Foucault, de Foucault, de éclairer les débats avec la parole de Foucault, Machiavel, écoutez, Shakespeare. Je pense qu'avec votre émission, vous contribuez à ça. C'est gentil, mais de façon générale, est-ce que ça vous semble nécessaire, un travail nécessaire, ou est-ce que c'est une préoccupation qui doit être superflue? C'est toujours nécessaire de développer la culture, d'essayer de la rendre audible, d'essayer de la rendre populaire, si on peut, sans l'abîmer. Il faut toujours essayer. Mais je pense que nous autres, on est là pour ça, d'une certaine manière. On la rend populaire, on la rend pas populiste. Je reprends cette distinction que vous faisiez tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire qu'on soit de gauche plutôt que de droite, naturellement. Bien sûr, mais enfin, rendre la culture populaire et non populiste, injecter de la compréhension là où il y a des préjugés, c'est la vocation de cette émission. Merci d'y avoir participé, merci, Chantal. Raphaël. Merci à vous. Le populisme est-il un juste retour des choses contre les prédations des puissants, ou bien l'alibi d'un autoritarisme renouvelé?
Un peu des deux peut-être. Et il ne nous appartient pas dans cette émission de répondre à votre place à cette question. C'est à vous, téléspectateurs et lecteurs, d'en comprendre les mécanismes pour vous forger, faute de vérité, une opinion consistante en la matière. Gardez juste à l'esprit quelques paradoxes. Le premier d'entre eux et le plus important, c'est que le peuple est une notion ambiguë qui permet aussi à celui qui s'en dit le candidat de ne parler qu'aux siens tout en feignant de parler à tous. Et puis, il arrive aussi qu'à vouloir supprimer ces intercesseurs et ces contre-pouvoirs qu'on appelle les puissants, le peuple combatte pour sa servitude, comme s'il s'agissait de sa liberté. Et par peuple, il faut entendre ici peuple autoproclamé. Enfin, la liberté politique, et là-dessus tout le monde sera d'accord, impose de s'engager dans la cité et non de rester chez soi. S'engager sous la forme des instances qui font vivre le débat public. Partis politiques, journaux, associations, élections, bien sûr. Bref. Et si le vrai remède au populisme était tout simplement, tout bêtement, l'exercice du droit de vote? C'est à vous de répondre à ça.